Bonjour et bienvenue. Ce soir, on va avoir le plaisir d'accueillir Johanna et Nabila pour échanger autour de sujets fondamentaux, de sujets euh, parfois difficiles. On va parler de parentalité, on va parler de PMA, on va parler de burn-out parental, de difficultés d'épuisement parental, de grossesse. On va parler de tous ces sujets qui font la vie finalement. Donc moi, je suis Ken Moé, je suis à l'initiative de l'aventure Carmony et le cofondateur de la plateforme ecoacteur.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Johanna et Nabila en cas de besoin d'accompagnement. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas un bon moment avec nos deux expertes que je vois arriver. Voilà. Bonsoir Nabila. Bonsoir Ken. Hop, voilà. Et bonsoir Johanna. Bonsoir Nabila et Ken. Bonsoir Joanna. Eh ben super, comment ça va? Vous êtes prête à nous partager quelques précieuses clés, quelques pépites autour de ces sujets ce soir? Oui, tout à fait. Bon, bah super, super. Alors dans le chat, juste, hein, j'indique à ceux qui nous regardent, qui sont déjà arrivés ou ceux qui vont arriver, que vous pouvez indiquer vos questions, vos commentaires, vos témoignages dans le chat. L'avantage finalement d'être avec nous en direct, c'est de pouvoir poser vos questions directement à nos deux professionnels ce soir. Donc voilà, faudra pas hésiter, au contraire. Voilà, on va en prendre. Alors, je sais que quelques-uns arrivent toujours un petit peu en retard. Ce que je vous propose peut-être à toutes les deux, dans un premier temps, c'est de prendre deux ou trois minutes pour vous présenter, peut-être d'abord l'une l'autre. Nous partager un petit peu quels sont vos champs de compétences, en tout cas les domaines sur lesquels vous travaillez principalement, et puis peut-être aussi nous dire pourquoi vous avez choisi de faire cette webconférence ce soir. Pourquoi ce sujet est important pour vous? Qui est OK pour démarrer? Oui, je peux commencer. Donc, je m'appelle Johanna Riba-Martin. Je suis coach en développement personnel et je travaille principalement avec les femmes. Donc, j'ai choisi de manière délibérée de travailler avec les femmes autour des sujets liés justement, entre autres, à la parentalité, mais pas seulement. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les femmes tout au long de leur vie, dans tous les chamboulements qui peuvent arriver dans leur vie. Donc, ça peut être devenir parent, ça peut être également un changement professionnel, ça peut être la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Voilà, donc ce sont vraiment mes sujets de prédilection. En fait, mon slogan, c'est tout pour être heureuse, parce qu'en fait, beaucoup de femmes ont tout pour être heureuse, mais elles ne savent pas comment faire pour être vraiment heureuses. Donc, je leur donne les clés d'utiliser tout ce qu'elles ont à leur disposition, toutes les ressources qu'elles ont en elles, pour vraiment apprendre à profiter de ce qu'elles ont et à être heureuses. OK, super. Et alors pourquoi cette envie, ce désir d'animer cette webconférence autour de ces sujets ce soir? Qu'est-ce qui te touche autour de ces sujets-là? Le sujet de maternité ou de parentalité en général, c'est quelque chose qui me touche surtout que je suis maman. Mais il est vrai que même avant d'être maman, en fait, j'observais ma maman à moi, beaucoup mes parents. Je suis beaucoup dans l'observation et en fait, j'observais beaucoup mes parents, tout ce qu'ils faisaient pour nous. Et maintenant que je suis adulte, je me dis qu'ils ont été de super parents, mais qu'ils ont fait trop pour nous, qu'ils n'ont pas assez pensé à eux. Voilà, on parle souvent des sacrifices quand on est parent, mais en fait, les enfants heureux, ce sont les enfants qui ont des parents heureux. Et on oublie souvent cet aspect-là. Donc, le message que je vais transmettre aux parents, aux futurs parents, c'est pensez à vous, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et si vous êtes bien, si vous êtes heureux, vos enfants seront forcément heureux. Voilà, donc c'est un peu un des sujets qui m'intéresse en particulier. Super, merci beaucoup, Johanna. Nabila, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis nous dire pourquoi ce sujet te tient à cœur? Alors, je m'appelle Nabila Lancelin, je suis coach émotionnel spécialisée en PMA et en parentalité. Donc, j'accompagne en fait les parents et futurs parents futurs parents dans le parcours de PMA et les parents dans le parcours de maternité où souvent se retrouvent seuls. En fait, cette solitude,
que ça peut être dans les parcours de PMA ou dans les parcours de grossesse tout à fait naturels. Et puis aussi le baby blues, l'épuisement parental, l'éducation bienveillante. Aussi, je fais aussi du coaching scolaire, donc toujours parental, mais pour déjà les enfants un peu plus grands. Alors, pourquoi ce soir? Donc déjà, je te remercie Ken d'avoir participé et organisé cette webconférence parce que cette thématique me touche énormément. C'est quelque chose que je connais très bien. Et en fait, c'est un sujet, on va dire, tabou, sur lequel on ne parle pas, on va étouffer. On peut parler de baby blues, on peut parler d'épuisement parental, mais on parle très très peu on commence maintenant à en parler, mais ça reste toujours tabou, la PMA. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'en parler, de pouvoir dire que des solutions existent et des accompagnements aussi existent, et voilà, donner une lueur d'espoir à ces futurs parents. Ok, eh ben top, merci beaucoup. Très bien, de toute façon, on prendra le temps, hein, tu auras sans doute des choses aussi à nous partager de ton expérience personnelle, j'imagine. Donc c'est top. Moi, je vous remercie déjà par avance d'avoir accepté d'être présente là pour cette heure qu'on va passer ensemble. Voilà, j'espère que ça va pouvoir apporter en tout cas à bon nombre de parents et de futurs parents. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il y a 3 sujets, en tout cas 3 axes majeurs dont vous avez prévu de nous parler aujourd'hui. Un axe autour de la fécondité, de la stérilité, de la PMA, un axe autour de la grossesse, de l'accouchement, du baby blues, et puis un autre axe autour des jeunes parents, de la parentalité et des questions qu'on peut se poser quand on accueille, les difficultés qu'on peut ressentir peut-être quand on accueille un premier enfant. Donc ça, c'est top. Est-ce qu'aujourd'hui, la rencontre de ce soir, pour vous, elle est pour des personnes en particulier? Elle est plutôt pour vraiment de jeunes parents avant tout? Est-ce qu'il y a un public qui aurait plus raison qu'un autre d'assister à cette webconférence ce soir avec nous? Moi, je dirais que c'est pour tout le monde, pour les personnes qui veulent être parents, pour les parents existants, mais ça peut être aussi les amis d'un couple qui va avoir un enfant, les grands-parents, parce qu'en fait, l'accompagnement est très important dans le parcours de PMA, mais aussi dans une grossesse ou dans la parentalité, tout simplement. On dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus la possibilité d'avoir tout un village autour des enfants qui naissent. Les familles sont éparpillées. Avec le Covid, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que toute personne qui s'intéresse au sujet et qui veut accompagner un couple, un jeune couple, elle peut participer à cette conférence, en effet. Ok, super. Nabila, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, je pense que Johanna a dit l'essentiel. C'est vraiment ouvert à tout le monde parce que même si aujourd'hui, il y a des personnes qui vont regarder cette conférence et qui sont pas encore parents et qui se disent, bah, nous, ça nous concerne pas, mais peut-être que ça va les concerner à un moment donné. Voilà, où ils connaissent quelqu'un de leur entourage qui passe par là, donc ils vont savoir un peu plus. Parce que c'est vrai que peut-être que même s'ils connaissent des gens dans leur entourage, bah, ces gens-là ne vont peut-être pas oser dire la complexité de ce parcours et des difficultés par lesquelles ils passent. Hein. Ok, bon, bah, très bien. Ben, écoutez, donc, si vous avez commencé à regarder cette webconférence et que vous reconnaissez un petit peu dans ce qui a été partagé par Johanna et Nabila, ben, vous êtes les bienvenus. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, alors comment est-ce que vous voulez procéder? Est-ce que il y a une thématique par laquelle vous voulez démarrer? Je vous laisse peut-être libre de... On va commencer par la PMA. Je laisse peut-être Nabila faire l'introduction, comme elle est coach en PMA. Je pense que c'est son sujet de prédilection. Ouais, alors c'est vrai que oui. Oui, non, vas-y. C'est vrai que ça peut paraître un peu. On va parler parce que tous les sujets se mélangent en fait, parce que quand on parle de PMA, on n'arrive pas
on ne choisit pas en fait une PMA. On ne se dit pas un beau matin, tiens, moi je vais suivre un parcours PMA. C'est qu'on a déjà en fait eu un parcours, un désir de grossesse et des difficultés en fait dans ce parcours. Et c'est pour ça qu'on va sur un parcours PMA. Donc on a déjà essayé des choses en tout cas. Donc ceux qui arrivent dans ce parcours, donc qui n'arrivent pas comme ça, et d'une par choix ou par hasard, c'est que il y a déjà eu un parcours avant, donc peut-être des grossesses, peut-être avec des fausses couches. Donc il y a déjà eu un parcours. Donc moi mes accompagnements se font je commence toujours par un bilan en fait, un état des lieux d'où la personne où elle se trouve, avec quoi elle arrive. Et on va déjà voir avec quoi elle va arriver avant de voir où est-ce qu'elle veut arriver. Parce que c'est très important de parler de ça. Ouais, donc juste une petite, vous m'en parliez un petit peu pendant la préparation. Vous me disiez qu'il y avait de plus en plus de couples, de personnes qui faisaient appel à la PMA, et donc quelque part de plus en plus de difficultés pour procréer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Peut-être que ça peut permettre à certaines personnes qui peuvent se sentir seules de comprendre que finalement c'est peut-être dans la société actuellement, c'est peut-être quelque chose qui est de plus en plus répandu, même si peu de personnes en parlent. Est-ce que vous pouvez nous... Aujourd'hui, c'est soit quelque chose de plus répandu, soit on en parle de plus en plus. Voilà, donc soit l'un, soit l'autre. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, comme on retarde l'âge de la grossesse, de la première grossesse de plus en plus, cela a un impact justement sur une éventuelle difficulté à tomber enceinte. Mais en fait, on n'est pas égaux face à la nature. Il ne faut pas se dire que c'est parce que j'ai 40 ans que j'aurai forcément des difficultés. Non, ce n'est pas une règle. Il n'y a vraiment pas de règle en matière de fécondité. Ça peut être un jeune couple qui peut avoir des difficultés alors que des personnes de 40-50 ans tombent facilement enceintes. Voilà. Donc, c'est vraiment très individuel. Il ne faut pas se dire c'est parce que je fume, c'est parce que je bois ou parce que dans le passé j'ai fait des excès, c'est pour ça que je ne peux pas avoir d'enfants. Non, il n'y a vraiment pas de règle. Ça peut concerner vraiment tout le monde, comme disait Nabila. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas se dire que c'est de ma faute parce que ce n'est absolument pas de la faute du couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est la nature en fait. Et en fait, le point le plus, moi je trouve que le point le plus important dans ces parcours, c'est vraiment ce que tu disais, Ken, tout à l'heure, c'est la solitude. Même si le couple est entouré par l'équipe médicale, par la famille ou par les amis, il y a cette solitude, en fait, d'être dans ce parcours. En fait, ils se sentent... Enfin, moi, j'ai des couples que j'accompagne et c'est vraiment la plus grosse thématique qui revient, c'est la solitude et l'incompréhension. À chaque fois, on me dit, mais on a l'impression qu'on ne nous comprend pas, que nous ne parlons pas la même langue, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est des discours complètement différents et que les amis et la famille ne sont pas passés par ce parcours. Et donc, même si ils sont vraiment bienveillants, ils essayent d'être à côté et entourer ce couple, mais en fait, des fois, ils sont un peu maladroits. Ils vont forcément dire des phrases qui vont faire très, très mal, du genre lâchez prise, partez en vacances, ne tournez pas autour de ça. Et en fait, le couple qui traverse ce parcours ne peut pas faire autrement parce que tout tourne autour de ça en fait. C'est le programme en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PMA c'est un parcours quand même assez complexe et qu'on ne peut pas anticiper des examens, on ne peut pas anticiper trop de choses à l'avance. Et ce qui fait, c'est qu'on navigue un peu à vue et que des fois, on laisse tomber un peu les amis, on laisse tomber la famille parce que du jour au lendemain, on doit avoir un examen qui n'était pas prévu sur le planning. Et même sa vie professionnelle, parce que dans la vie professionnelle aussi, quand on travaille et qu'on est dans un parcours PMA, la plupart des femmes me disent est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, comment je vais être vue par mes collègues, comment je vais être vue par mon patron. Il y a cette crainte aussi, donc c'est un peu complexe. Et puis, des fois, c'est des femmes qui ont des grandes responsabilités, qui ont des réunions prévues ou des rendez-vous avec des clients.
Et puis si la veille, la clinique les appelle et que leur dit, bah, d'après votre dosage, c'est demain qu'il faut y aller, et ben elles annulent et ils y vont parce que leur PMA passe avant. Donc du coup, elles mettent un peu leur carrière professionnelle de côté et c'est un peu compliqué la gestion des deux. Voilà, donc et du coup, je pense que Johanna, tu en parleras tout à l'heure de la charge mentale. Se retrouve vraiment forcément très très impacté chez ses parents et avec tout le côté émotionnel parce que là c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles dans ce parcours. C'est une montagne russe émotionnelle. Il ne faut pas oublier que dans le cas du parcours PMA, mais même avant, parce qu'avant, en général, on a déjà passé 1 an, 2 ans, voire 3 ans à essayer de faire un enfant de manière naturelle. C'est tous les mois les tests de grossesse, c'est tous les mois les tests d'ovulation, les déceptions, l'espoir et la déception juste après pendant des mois, voire des années. Et quand il y a un parcours PMA très contraignant du point de vue organisationnel, mais aussi du point de vue médical, parce que ce sont des prises de sang régulières, des injections hormonales, voire un protocole beaucoup plus lourd, c'est vraiment une montagne russe émotionnelle et d'autant plus s'il y a des hormones, s'il y a des piqûres d'hormones, ça peut vraiment impacter le moral de la femme ou du couple entier parce que ça impacte forcément le couple. Donc en fait, moi je dis toujours que quelqu'un qui est dans le projet dans le parcours de PMA, c'est comme s'il était déjà parent en fait. Parce que le projet de bébé, il prend une telle place quand on est dans le parcours de PMA. Tous les rendez-vous médicaux dont parle Nabila, les amis qui vont s'éloigner un peu parce qu'on n'a plus le temps pour eux, le travail qui devient secondaire parce qu'on pense vraiment tout le temps à ce projet de bébé. C'est comme si on était déjà parents en fait, même si on ne l'est pas encore. Ok. Et alors, moi, je ne connais pas du tout la PMA, donc c'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir pour que vous puissiez nous en parler un petit peu plus. Je pense que j'aurai quelques questions, mais avant ça, donc Nabila, tu disais, et je crois que toi aussi, Johanna, que avant d'aller vers la PMA, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être faites, d'autres choses. Alors, je ne sais pas trop quoi, mais pour ces parents qui auraient du mal aujourd'hui en tout cas, ces personnes en quête de parentalité qui cherchent à avoir un enfant. Et qu'est-ce que vous pourriez leur donner peut-être comme petit conseil avant d'arriver dans un parcours comme celui de la PMA? Il ne faut pas oublier que la PMA, c'est différents niveaux de protocoles. Donc, il y a des protocoles qui sont très légers. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot et du parcours parce que parfois, ça peut se résoudre très rapidement en fait. C'est pas forcément in vitro. Parfois, il suffit juste même sans les hormones, ça peut marcher aussi. Il faut juste qu'il y ait une insémination, pas d'insémination. On aide juste la nature en fait, sans toute la médicalisation. Donc, dans la plupart des cas, ça peut être très rapide. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur en fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si Nabila… En fait, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on englobe dans ce mot PMA tout. Et comme tu disais, Johanna, des fois, il suffit juste d'un petit complément. Enfin, c'est pas aussi contraignant qu'on puisse l'imaginer. Après, quand on arrive vraiment à ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive vraiment à un parcours un peu plus contraignant, c'est qu'on est déjà passé par tout ça. Déjà qu'on a fait des essais de manière naturelle, après on a essayé des choses un peu plus soft, et puis après, si ça marche pas, on passe à un degré supérieur. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que avant d'entamer ça, c'est déjà de dire, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, travailler aussi sur, parce que on arrive avec quand même une grosse valise d'échecs, si je peux dire. Donc déjà, on n'est pas dans une ouverture. Alors c'est vrai qu'on a un espoir en se disant, tiens, il y a ça qui peut être fait. Mais je trouve que c'est très, très important déjà de parler de cette valise d'échecs, de parler de tout ce qui a été fait émotionnellement et puis vraiment de partir avec, comme disait Johanna, c'est vraiment aujourd'hui, personne ne peut assurer à un couple qui va devenir parent. Mais en fait, c'est justement la question de l'humanité, c'est de devenir humain
et pas trop médicaliser ce parcours. Et justement, je trouve que c'est avoir un accompagnement dans ce genre de parcours est primordial pour humaniser un peu le côté médical de la question. Il y a différentes choses dans ce que dit Nabila. Donc, première chose, c'est le mot espoir qu'elle a dit. Donc, je pense que ce qui est hyper important, c'est de se dire, je vais être parent. La question n'est pas, est-ce que je vais être parent? Non. C'est, je vais être parent. Ça va être peut-être un peu plus tard, mais de toute façon, je vais y arriver, je vais réussir. Il n'y a pas raison pour que je ne réussisse pas. Et pour ça, un accompagnement comme celui que propose Nabila peut vraiment aider pour garder cette pensée positive. C'est extrêmement important de garder cette pensée positive, cette énergie au sein du couple. Moi, j'en parle parce que j'ai fait un suivi, un accompagnement parce que j'ai eu un gynéco qui m'avait expliqué. Alors, c'était vraiment des statistiques assez poussées qu'il m'avait donné et que j'avais 0,5% de chance d'avoir un enfant. Donc si j'en étais restée là, j'aurais pas eu ma fille aujourd'hui. Donc c'est un peu, je pense que c'est bien. Les médecins, alors je critique pas, alors ils donnent des chiffres parce que c'est important d'expliquer à certaines femmes que il y a des statistiques sur la possibilité d'être enceinte ou pas. Mais après, c'est tout un état d'esprit. Si on a confiance en soi, c'est tout ce qui va à côté. Il n'y a pas que le côté médical aussi. Enfin, il n'y a pas que le médical. Mais moi, justement, par rapport à ça, je dirais que, si on voit que le feeling ne passe pas avec le médecin, il faut changer de médecin, tout simplement. Ah c'est ce que j'avais fait, moi. 0,5%, ça me convenait pas, moi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les très bons gynécologues, les très bons médecins qui aident à avoir des enfants, ce n'est pas forcément les champions du côté humain. Malheureusement, donc médicalement, peut-être que ça fonctionne bien, mais sur le plan humain, pas toujours. Ça dépend du médecin. Donc, si le feeling ne passe pas, il faut changer de médecin tout simplement pour qu'il y ait ce côté humain qui est extrêmement important. Oui, surtout ils sont pas tous comme ça. Enfin, moi, après, je suis tombée sur quelqu'un de très humain, de très ouvert, et voilà. Donc après, comme tu dis, Johanna, il faut sentir le feeling et être avec un médecin qui soit plus humain, qui ouvert, positif en fait. Après, on sait bien que tout n'est pas, on peut pas tout contrôler, on peut pas promettre un résultat, mais en tout cas, ce qu'on peut promettre à la personne, c'est de l'accompagner tout au long du parcours et d'être là pour elle et d'être positif. Si on part déjà avec un esprit négatif, on va pas y arriver, forcément, on n'y arrivera pas. Donc c'est très précieux ce que vous nous partagez là, toutes les deux, c'est que finalement, notre état d'esprit dans cette situation, le regard que nous avons va finalement nous aider dans notre désir. Être optimiste, finalement, on nous parle un peu du pouvoir de l'attraction, du pouvoir des pensées, toutes ces choses-là. Donc finalement, ce que vous nous dites là, c'est que dans ces situations, et ça peut être difficile d'ailleurs, s'il y a de la culpabilité, s'il y a toutes ces choses, tout à fait. Il est super important d'être vigilant finalement sur ce qu'on pense, sur les pensées qu'on va émettre et alors comment on fait? Parce que quand on est dans la culpabilité, qu'on est peut-être entouré par des parents, des amis qui peut-être portent un regard peut-être difficile pour nous. Comment faire pour garder cette attitude positive finalement? Mais moi, je dirais qu'il faut apprendre à s'affirmer en fait. Dans toutes les situations de vie, c'est très important de savoir s'affirmer. Mais lorsqu'on est dans un parcours de PMA, c'est d'autant plus important. Parce que justement, face à des phrases blessantes ou face à des personnes pas bienveillantes, il faut savoir dire ce qu'on pense. Voilà, parfois, il faut savoir dire non. C'est-à-dire quand on reçoit des conseils dont on n'a pas envie, qu'on ne veut pas entendre, il faut savoir dire non aussi. Et je pense que ça prépare au rôle de parent, en fait, parce qu'après, on va passer au sujet d'après. Mais je pense que ce parcours, il est tellement dur
Mais ça peut souder le couple, je pense. En fait, il faut se dire qu'il n'y a pas de mal sans un bien, sans un bien en fait. Parce que ce parcours permet vraiment de souder le couple. Je pense que c'est une épreuve qui peut apporter en fait des ressources pour le couple pour la suite. Donc il faut le voir un peu comme ça en fait. Et un dépassement de soi aussi, parce que on va vraiment. C'est pour ça que je trouve que il faut avoir une confiance en soi, une estime de soi assez élevée justement, assez forte pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir justement se trouver la bonne place, hein, sa bonne place, de dire bah voilà, moi je suis ici à ma place, je vais à mon rythme et c'est comme ça que j'avance. Je trouve voilà, c'est ça, c'est avoir une sorte de détermination, d'augmenter son niveau de détermination, de dire bah quoi qu'il arrive, moi je vais tout essayer. Au moins je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour y arriver. Voilà, donc mais ça, je pense que c'est important. Ça peut être la gestion des priorités. Tu parlais tout à l'heure, il y a une réunion au travail, je dois aller à un examen médical, voire partir à l'étranger, parce que certains protocoles de PMA, ça se passe à l'étranger. Tout à fait. Alors, moi, je fais beaucoup d'accompagnement aussi à l'étranger, parce que, en France, il y a une limite d'âge, il y a aussi un nombre de FIV à ne pas dépasser. Donc, souvent, les couples se retrouvent à devoir aller à l'étranger. Et là, la question, où, comment, quelle est la clinique qui propose quoi. Donc, elles se retrouvent un peu perdues dans cette vaste océan qui est un peu compliqué. À cela se rajoute la barrière de la langue. Maintenant, la barrière Covid, parce que les déplacements ne sont pas toujours autorisés, donc il y a ça aussi qui se rajoute. Donc il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Donc Moi, j'aurais peut-être une petite question. On en a parlé et un petit peu tout à l'heure, mais je suis allé regarder un petit peu sur les différents groupes de PMA, sur les réseaux, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ces groupes. Alors j'ai envie de dire, quelle place, quel rôle du papa, du futur papa, du conjoint dans ce parcours? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques mots à ce sujet? Ouais, alors, c'est vrai que le papa a du mal à trouver sa place dans ce parcours, et c'est très très important qu'il prenne une place, parce que j'ai envie de dire, c'est un projet de couple, c'est pas un projet que de la femme. Alors, c'est vrai que même dans le côté médical, même s'il est impacté, il n'est pas aussi impacté que sa compagne. Donc, c'est la femme qui est le plus impactée, c'est elle qui a le plus d'examens à faire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les papas ou les futurs papas, enfin moi je dis papa parce que pour moi, c'est quand on est dans ce parcours, on est déjà parents. Donc, en fait, les futurs papas ne trouvent pas forcément leur place. Et je vais encore un peu plus loin de dire que il faut veiller à ce rôle de papa et à cette place-là, et aussi au rôle du couple. Parce que quand on est dans ce parcours, le couple, il est un peu délaissé, et même la vie intime est un peu délaissée, et même un peu, comment dire, mise sur la place publique, parce que c'est les médecins qui vont indiquer des périodes où il faut avoir des relations, des périodes où il faut pas. Donc, c'est vraiment le couple se retrouve quand même. Ils sont pas que deux. Il y a l'équipe médicale qui se rajoute. Donc, il faut vraiment préserver ce couple et cette intimité de couple, et leur trouver leur juste place. Et je vais ajouter qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité chez l'homme quand sa femme n'arrive pas à tomber enceinte, et surtout si la prise de sang ou le spermogramme, donc l'analyse des spermatozoïdes, démontre qu'il y a peut-être un problème du côté du monsieur. Donc dans ces cas, il peut beaucoup culpabiliser, parce que il va se dire c'est chez moi qui a le problème, mais c'est ma femme qui va subir tout le protocole en fait, parce que c'est elle qui va devoir prendre des hormones, etc., etc.
Donc, il peut y avoir un gros problème de culpabilité. Après, sur les réseaux sociaux, c'est surtout les femmes qui vont en parler. Les hommes sont beaucoup plus pudiques pour parler de tout ça. Mais il faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir une confusion dans l'esprit général chez les gens qui vont se dire fécondité, virilité. C'est-à-dire un homme qui n'arrive pas à faire un bébé à sa femme, c'est qu'il n'est pas viril. Malheureusement, il y a encore cette confusion-là. Il y a des hommes qui m'ont rapporté des situations, on lui a dit, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, enfin des propos un peu déculpabilisants, comme c'était la femme qui était la responsable, alors que c'est ni l'un ni l'autre en fait. Ok, et ben ça me semble. Enfin, je me dis, j'essaie de me mettre en même temps, de me mettre à la place de celles et ceux qui vivent ça, et c'est vrai que c'est complexe, c'est très complexe. Il y a plein de choses qui se jouent dans la relation, dans le rapport à soi-même, le regard qu'on va porter sur soi, Tout à fait. déjà, sur l'autre. C'est effectivement, donc là, d'où peut-être l'importance ou la préciosité finalement d'être accompagné dans un parcours comme celui-là. Et c'est un accompagnement du couple dans ces cas précis. Dans le parcours de PMA, c'est un accompagnement du couple. Ouais. Ok. Pour moi, ça me paraît assez clair. J'ai partagé pour ceux qui le souhaiteraient le lien vers le service d'accompagnement de Nabila, puisqu'elle propose un service spécialement pour les personnes qui sont dans cette démarche de PMA. Donc, vous retrouverez en commentaire, donc là, sur Facebook en ce moment, et puis sur la chaîne Web TV des Écoacteurs. Donc, dans la description sur YouTube, vous allez trouver le lien vers le service de Nabila et vers les services de Johanna sur de l'accompagnement un peu plus global. Super, en tout cas, merci beaucoup pour cette première thématique, voilà, qui est pas évidente, mais on entend en tout cas, enfin, moi j'entends en vous entendant votre bienveillance aussi, et puis peut-être on perçoit les expériences que vous avez pu avoir directement ou indirectement l'une et l'autre. Donc c'est vraiment chouette de mettre votre expérience et votre connaissance au service de ceux qui vont regarder et ceux qui auraient besoin d'être accompagnés. Donc merci encore pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter autour de la PMA et des difficultés qu'il peut y avoir dans la procréation? Moi, je dirais, c'est juste de ne pas rester seul, en fait, de sortir du silence. Voilà, de ne pas rester seul, d'essayer de se rapprocher de quelqu'un qui a eu ce parcours ou de se faire accompagner, en tout cas, de pas rester seul, parce que c'est vraiment la solitude, c'est quelque chose de très important dans ce parcours, enfin et en fait de pas se dire oui mais bon moi j'y arriverai toute seule. À un moment donné, on a besoin d'être soutenu par quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est passé par là, que ce soit des amis ou quelqu'un de la famille. Et en fait, quand on en parle, finalement, en fait, quand on n'en parle pas, on a l'impression qu'on est seul au monde et qu'il y a qu'à nous que ça arrive. Et en fait, dès que les personnes commencent à en parler, ben finalement, ils se découvrent, finalement, si, la cousine de la voisine, pareil, la collègue, voilà. Donc en fait, il faut pas hésiter à en parler. Autour il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont impactées par ce sujet. Donc vous allez Mais la chose que je pourrais ajouter, c'est qu'on a la chance d'être en France, dans un pays libre où on a la possibilité de le faire, en fait, parce qu'il y a des pays qui sont... Moi, je viens de l'Est, hein, donc il y a des pays qui sont très catholiques et malheureusement, c'est extrêmement mal vu du point de vue culturel, le parcours de PMA. Donc, il faut se dire, on a cette chance en France de pouvoir en bénéficier sans que ça soit mal vu, en fait. Ok. Bon, bah c'est très clair, en tout cas. Merci encore. On va aller sur un des autres sujets, si vous voulez bien. On avait deux autres sujets, en tout cas, que vous proposiez. L'un autour de la parentalité aussi, et puis je sais pas si ça se dit, le burn-out parental, si ça se dit. Oui, je crois qu'on oui, tout à fait. On a employé ce terme-là.
Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce qu'on peut partir sur ce sujet-là? En fait, on envisageait de parler des grossesses. Ouais. Parce que suite à la PMA, il y a donc une grossesse dans la plupart des cas. Et en fait, on voulait souligner que souvent une grossesse issue d'un parcours de PMA est une grossesse pas sereine. On peut élargir ça bien évidemment à toutes les grossesses, mais notamment après une PMA, parce qu'il y a toujours une crainte, il y a toujours la peur de faire une fausse couche, que ça se passe mal. Donc, c'est vrai que c'est un accompagnement qui se prolonge finalement. C'est jusqu'à la grossesse, jusqu'à l'accouchement, voire plus. Donc, c'est vraiment une continuité. Ça ne s'arrête pas au moment où la femme tombe enceinte, en fait. Ça continue. Ok, donc allons-y sur ce sujet de la grossesse et des grossesses qui pourraient être, alors dans le cadre de la continuité de la PMA ou globalement, enfin voilà, hein, moi je suis papa aussi et je sais que ma compagne, par exemple, hein, mais je pense comme beaucoup de femmes, vous allez peut-être pouvoir en témoigner aussi, la grossesse est une période toute particulière pour toutes les femmes. Donc je vous laisse peut-être nous dire voilà les points qui vous semblent importants pour les mamans ou les futures mamans qui vivraient cette période difficilement. Peut-être Nabila. En fait, c'est alors si je fais la continuité du parcours PMA, une fois que la femme elle a un test de grossesse positive, donc forcément c'est la joie, c'est vraiment très contente d'entamer cette grossesse, mais ça reste une grossesse un peu sensible, un peu fragile, parce que en fait c'est comme elle est passée par plusieurs échecs avant. Elle est contente, mais en même temps, elle a cette crainte de dire... et du coup, il y a des étapes, en fait. Donc, elle se dit, si je passe les 3 premiers mois, parce que c'est dans les 3 premiers mois où il y a le plus de risques de fausse couche, ça ira mieux. Et en fait, donc, à chaque fois, il y a des timings. Et après les 3 mois, il y a toujours d'autres problématiques. Voilà, donc de dire, voilà, est-ce que mon bébé va être normal, va pas être normal? Donc... Et tous, je pense qu'il y a cette... alors, j'irai pas dire jusqu'à l'angoisse, mais elles vivent leur grossesse avec toujours un questionnement. Elles sont pas tout à fait sereines. Après, si on veut parler d'autres grossesses qui sont tout à fait naturelles, en fait, il y a des femmes qui viennent tout simplement pour être accompagnées parce qu'elles ont des grossesses très compliquées, parce qu'elles sont malades les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois, ou alors en fin de grossesse, le médecin leur dit qu'il faut qu'elles finissent les 3 derniers mois à l'IT, donc c'est compliqué. C'est compliqué à vivre, surtout quand c'est pas leur premier, quand ils ont un deuxième et qu'il faut gérer le deuxième, et que voilà, donc il y a toujours ce besoin de savoir comment elles vont gagner en confiance en elles et en sérénité, et puis on prioriser les choses, parce qu'il y a la culpabilité et toujours elle revient. Si elles sont déjà mamans et qu'elles ont une grossesse compliquée, elles culpabilisent parce qu'elles s'occupent moins de l'aîné, elles culpabilisent parce qu'elles doivent laisser le boulot. Enfin, il y a toujours la culpabilité, est une émotion qui rentre en jeu. Enfin, ça rentre vraiment dans ce parcours, et la peur aussi, la peur que ça aille pas bien, qu'il y a un problème, que c'est voilà, de pas y arriver. Oui, je pense qu'à ce stade, que la grossesse soit à risque ou pas, hein, ça peut être juste une grossesse qui se passe extrêmement bien, mais il peut y avoir en effet cette montagne russe émotionnelle, l'appréhension, la peur, les exigences aussi de l'entourage. Est-ce que tu vas l'allaiter ou est-ce que tu vas accoucher? Pour le prénom, rien que pour le prénom, la pression de la famille peut être énorme. On a l'impression que tout tourne autour de ce bébé et que finalement, plus personne ne pense aux jeunes parents. C'est ça. Tout le monde oublie les parents.
voit face à une femme enceinte, on regarde son ventre, on dit bonjour au ventre et pas à la maman. Donc, c'est vrai que c'est une période où il est extrêmement important de penser à soi déjà, en tant que futur parent, en tant que couple. Et surtout, justement, ne pas négliger ses besoins et ses envies, en fait. C'est très important. De garder cette sérénité, d'apprendre à gérer ses émotions. Donc là, justement, l'accompagnement en gestion d'émotions peut être extrêmement intéressant et efficace parce qu'apparemment, les neurosciences commencent à confirmer de plus en plus que le fœtus est une éponge émotionnelle, en fait. Tout à fait. Qu'il sent les émotions de la maman. Tout à fait. Et même les émotions du papa, apparemment. Et que ces émotions peuvent passer sur ce bébé. C'est pas pour faire peur ou culpabiliser les parents, c'est pas du tout ça. C'est plus pour dire que ça vaut la peine d'investir dans ce type d'accompagnement. Dans l'accompagnement à la gestion des émotions pendant cette période-là, ce sera utile pour après, de toute façon. Et il n'y a aucun risque et ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant pour cette famille qui est en train de se construire, en fait. Parce que, en fait, il y a toutes les problématiques, c'est dès que la femme est enceinte, quel que soit son parcours précédent, dès le 3e mois, on a l'impression qu'il y a tout de suite un programme qui se met en place. Donc, il y a où est-ce que tu vas accoucher. Alors là, c'est clinique, hôpital, je sais pas quoi. Après, c'est le mode de garde. Il faut chercher une crèche, l'inscrire. Il faut savoir qu'en France, les inscriptions en crèche, c'est dès le 4e mois de grossesse. Voilà, donc soit c'est l'inscription en crèche, soit c'est chercher une nounou. Donc déjà, il y a un stress qui se rajoute avant l'arrivée de ce bébé. Et du coup, des fois, les parents ne sont pas tout à fait prêts à tout ce chamboulement. Et puis même les amis qui veulent bien faire, ah ben non, finalement tu devrais faire ceci, non mais moi tu sais, moi je l'ai mis à la crèche, c'était pas bien, moi je l'ai mis à l'assistante maternelle, c'est pas. Et en fait, il faut se faire confiance, et les expériences des autres, ça reste l'expérience des autres, et il faut se faire confiance et voir ce que décider. C'est des décisions de couple et pas des décisions où interviennent la famille et les amis. Oui, je pense que c'est le plus important, en fait, dans la période de grossesse et surtout après, c'est de savoir ce qu'on veut et s'y tenir, en fait, et faire abstraction de tous les conseils qu'on peut entendre. Parce que de toute façon, on ne peut jamais répondre à tout ce qu'on nous demande. Personne n'est parfait, il n'y a pas de parents parfaits. Donc, je pense que c'est très important de rester intègre dans ses décisions et ses choix. Ok, en tout cas, je retiens je retiens beaucoup de choses dans ce que vous dites, mais cette partie où vous dites que le fœtus ressent les émotions de la maman et peut-être celles du papa. Oui. Donc du coup, ça peut être difficile, je pense, pour la maman comme pour le papa, du coup, parce qu'on peut avoir des émotions pas évidentes, et puis savoir que ça peut avoir un impact aussi sur l'enfant qui est là. Ça peut être d'autant plus angoissant. Comment être plus serein, plus apaisé, ça peut être difficile. En fait, il faut pas angoisser les parents. C'est pas le but de cette conférence, n'est pas d'angoisser les parents. En fait, c'est évidemment, on reste humain et que on peut s'énerver, on peut se fâcher, on peut avoir des émotions assez fortes quand on est enceinte. Et je pense que juste après, il y a des outils très 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 faciles pour justement faire la gestion émotionnelle et juste à prendre un petit moment et de parler à son bébé et de lui dire que ça le concernait pas, en fait. C'est pas lui, en fait. C'est que maman ou papa étaient un peu énervés, ont eu des émotions, lui expliquer, en fait. Alors ça peut paraître un peu comment dire, abstrait, un peu, mais ça fonctionne très bien puisqu'on prend ce petit moment où le fœtus se sent vraiment
accompagné par sa maman et son papa. Il suffit de mettre la main sur le ventre et de lui parler, de lui passer une musique douce et de lui expliquer ce qui s'est passé, parce que il peut se passer plein de choses. Par exemple, pendant une grossesse, il peut y avoir un deuil. Il peut y avoir, voilà, donc la maman, elle va se sentir très triste si elle perd quelqu'un de sa famille. Et là-dessus, c'est pas quelque chose que, voilà, elle peut pas le contrôler. Donc, juste d'expliquer, de dire, bah, écoute, maman était triste parce que, il y a eu un événement. Expliquer, dire que c'est pas, que ça concerne pas le bébé, que ça la concerne elle, et puis avec le temps, maman, il ira mieux et elle va prendre soin de ce bébé, voilà. Donc, c'est juste des choses assez simples, à mettre en place pour que ce bébé, en fait, il sait pas ce qui se passe dans la réalité. Donc, en fait, il va sentir que sa maman est complètement bouleversée sans savoir ce qui va se passer. Donc, il va se dire, c'est peut-être moi qui fais quelque chose, ou voilà. Donc, je pense que c'est juste ce point-là qui est important, de prendre ces moments-là avec son futur bébé. Ok, super. Alors juste peut-être une chose, est-ce que vous auriez, je sais que c'est votre cœur de métier à toutes les deux, d'accompagner les personnes, on va dire, dans leur équilibre au quotidien, faire retrouver l'équilibre, de l'harmonie au quotidien. Est-ce que vous auriez des petites astuces, des petits exercices qui peuvent permettre de peut-être réussir à relâcher la pression, ou voilà, ou réussir à faire un pas de côté quand ça devient un petit peu difficile? Est-ce que vous auriez quelques petits conseils Mais moi, ce que je propose à mes coachés, que ce soit dans le cadre d'une grossesse ou d'une crise de la quarantaine, n'importe à quelle étape de sa vie, si elle a du mal à parler de certains problèmes, de certaines choses, c'est d'écrire en fait. C'est d'écrire, ça peut être une lettre à une amie, ça peut être une lettre à son compagnon. Souvent, les choses ne passent pas par la bouche. On a du mal à exprimer et on couche ça beaucoup plus facilement sur papier. Ça dépend des personnes. Mais je sais qu'il y a énormément de femmes qui écrivent, qui adorent écrire, mais elles n'ont pas la personne. Et c'est vraiment une très bonne thérapie d'écrire et ensuite de se relire. Vraiment, c'est un super moyen de se vider la tête déjà et ensuite de prendre du recul, de prendre de la distance. Et dans le cadre d'une grossesse, pourquoi pas écrire une lettre à son compagnon si on n'arrive pas à lui dire certaines choses, ou pourquoi pas écrire une lettre à son futur bébé. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dire à mon bébé qui va bientôt naître? Voilà, c'est des solutions que je propose dans le cadre de coaching. En fait, la personne coachée, elle écrit chez elle des choses et ensuite, elle me lit à haute voix et on en parle, on échange autour de ce qu'elle a écrit. Ok, super, merci beaucoup. Nabila, est-ce que de ton côté, tu as quelques conseils pour… alors, moi, mes outils, c'est plus de la gestion émotionnelle. Alors, on a fait une webconférence il n'y a pas très longtemps là-dessus. Mais en fait, c'est plus se relier à ses sensations physiques pour justement gérer les émotions du moment. Alors, c'est très simple. Moi, j'accompagne aussi les personnes que je suis à être autonomes sur cette gestion émotionnelle. Donc, je les forme à être indépendantes sur leur gestion émotionnelle. Je travaille aussi avec la communication assertive, c'est-à-dire de pouvoir communiquer de manière sereine et de dire de manière polie, laisse-moi tranquille. Et je travaille aussi avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Super. Et alors, c'est accessible à tout le monde? Il y a des prérequis? Non, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment, c'est accès aux adultes, aux enfants. Moi, je travaille avec les deux, avec les adultes et aussi avec les enfants, qui sont d'ailleurs très ouverts aussi à toutes ces techniques et en fait, les assimilent très très rapidement, parce que comme c'est en forme de jeu, de petits personnages, donc ils s'approprient très très vite la méthode. Ok, très bien. Ben merci. Vous aurez peut-être d'autres choses à nous partager un petit peu plus tard. Il nous reste 10-15 minutes et un autre sujet à traiter. Du coup, je vous laisse continuer. La parentalité et plus spécifiquement le burn-out ou l'épuisement parental.
On en entend parler depuis pas très longtemps. Avant, on parlait beaucoup du burn-out professionnel et le burn-out maternel ou parental n'était vraiment pas très connu. En fait, les personnes qui passaient par là, soit on disait qu'elles étaient en dépression, on mettait le diagnostic, la dépression. Voilà. Il faut savoir que la dépression et le burn-out parental, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'épuisement parental, il précède une phase de dépression. C'est-à-dire que si on ne résout pas le problème, on peut en effet sombrer dans la dépression, mais ce n'est pas encore une dépression. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le baby blues et l'épuisement parental, ce sont deux choses différentes. En fait, le baby blues, ça arrive dans les 6 premiers mois après la naissance de l'enfant et ça concerne juste la femme. Parce qu'en fait, c'est un chamboulement hormonal extrêmement fort dans son organisme et la prise en charge médicale est indispensable quand c'est un vrai baby blues. C'est-à-dire que la femme, elle ne veut plus s'occuper de son bébé, elle n'a plus envie de faire quoi que ce soit, elle n'a plus l'énergie. Et là, le rôle de l'entourage, et notamment du papa, est très important pour qu'il puisse identifier que peut-être c'est le baby blues. Il faut aller voir, dans ce cas, le médecin traitant, qui va ensuite envoyer vers un professionnel adapté. Et l'épuisement parental, ça peut concerner la maman ou le papa et ça peut arriver à n'importe quel moment, même quand les enfants sont grands, ados. Voilà, ça peut arriver beaucoup, beaucoup plus tard. Et là, c'est vraiment l'accumulation de stress chronique. Ça arrive lorsque le stress est chronique dans le temps, c'est-à-dire ça peut être trop de travail en même temps qu'on est parent de 2, voire 3, voire plus d'enfants. Ça peut être des nuits quand on ne dort pas pendant des années, parce que si on a plusieurs enfants, on peut avoir des années sans un bon sommeil, en fait. Ça peut être des nuits d'insomnie pendant plusieurs années. Ça peut être... il peut y avoir beaucoup de causes, en fait. Ça peut être la routine, tout simplement, c'est-à-dire à force de faire la même chose tout le temps, on peut sombrer dans ce burn-out parental. Et maintenant, en phase de Covid, il faut faire très attention parce que ça peut arriver malheureusement à pas mal de personnes. En restant à la maison, en gérant les enfants, en faisant du télétravail, malheureusement, ça peut arriver. En fait, c'est une question, enfin moi, ce que je vois de ma pratique, c'est beaucoup plus les femmes. Alors, ça concerne certainement les hommes, mais en tout cas, pour l'instant, j'en vois pas beaucoup et je pense qu'ils en parlent pas assez. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en début de conférence, la charge mentale, en fait, de ces mamans qui, tout le temps, en fait, elles sont en train de faire les courses, mais en même temps, elles sont en train de réfléchir au repas du soir, elles sont en train de réfléchir que le lendemain, c'est le tennis du grand et que elle n'a pas lavé encore les affaires de tennis ou que il faut emmener la petite à la danse. En fait, c'est les diverses activités en plus du travail, en plus de tout le quotidien fait qu'à un moment donné, c'est sans que ces familles ou ces femmes se rendent compte, elles se retrouvent vraiment en épuisement total parce que en fait, tout simplement, elles ne s'écoutent pas, elles font pas attention à leurs besoins primaires, vraiment besoin de dormir, besoin de se reposer. Et on rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est aussi la culpabilité parce qu'elles se disent, si je prends du temps pour moi, en fait, elles culpabilisent parce que du coup, elles se disent, je suis une mauvaise maman, je m'occupe pas de mes enfants. Et c'est un cercle vicieux, en fait. C'est pas parce qu'elles vont s'occuper d'elles qu'elles sont des mauvaises mamans. Voilà, donc tout ça joint ça fait qu'à un moment donné, il y a cet épuisement qui arrive et du coup, elles en peuvent plus. Mais je pense qu'en fait, il y a le regard des autres qui est très impactant quand on est parent. Il est encore une fois important de vraiment faire selon notre rythme, selon nos envies et ne pas vouloir contenter tout le monde, c'est-à-dire toute la famille, les jeunes mamans qui organisent des fêtes, qui invite des grands-mères pour faire plaisir à tout le monde, alors qu'elles préféraient passer un week-end tout simplement devant la télé sur le canapé.
ou qui font des heures supplémentaires au travail alors qu'elles préféreraient rentrer chez elles plus tôt. Donc, je pense qu'il est vraiment important d'apprendre à respecter ses besoins, en effet, et aussi, c'est toujours les mêmes solutions, en fait. C'est savoir s'affirmer, savoir dire non, savoir dire ce qu'on pense, ne pas avoir peur, en fait, face à soit notre entourage, soit nos responsables au travail. On est avant tout des humains, on n'est pas des robots. Et malheureusement, quand on est parent, et même si on ne travaille pas, hein, il ne faut pas penser que les parents qui ne travaillent pas, ils n'ont pas ce problème. Si, parce que la routine, malheureusement, c'est très dévastateur. Il faut la casser, cette routine, quand on est parent. Et je dirais plus, je pense que c'est les parents qui ne travaillent pas sont d'autant plus parce qu'en fait, il y a le regard de l'autre, il y a le regard de la famille, le regard de l'environnement, de dire, bah, de toute façon, tu as de la chance, tu ne travailles pas. Mais en fait, elles sont aussi concernées par tout ça, parce que même si elles ne travaillent pas, eh ben, elles sont, en tout cas, elles n'ont pas un travail à l'extérieur, mais elles sont très, très bien occupées à l'intérieur. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, Ok. En tout cas, moi, ça m'évoque beaucoup de choses, tout ce que vous nous partagez. On a eu quelques mots de Séverine qui a dû nous quitter, hein, que vous connaissez, je pense, toutes les deux. Oui. Voilà, en tout cas, ça reste très encourageant. C'est-à-dire que moi, tout ce que je perçois de ce que vous partagez, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés, que ce soit pour devenir parent, quand on est parent, mais il y a des solutions. Il y a des solutions, des ressources, parfois qu'on ne perçoit pas, mais il y a des solutions et c'est ce message très positif que j'entends dans tout ce que vous dites depuis le départ. Mais en fait, les solutions sont universelles, en fait. Une fois qu'on a fait un accompagnement dans le cadre d'un coaching en développement personnel, on apprend un certain nombre d'outils et après, ça s'applique à tous les domaines de la vie, en fait. Il faut savoir que c'est pas juste pour la PMA ou juste pour la grossesse ou juste quand on est parent. Une fois qu'on a ces outils-là, on peut les appliquer dans n'importe quel contexte, en fait. Ok. Oui, puis des fois, en fait, c'est des petits outils tout simples, notamment quand on a des enfants qui sont dans des périodes. En fait, c'est l'éducation. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'éducation positive, bienveillante ces dernières années, mais en fait, il faut pas confondre éducation positive, bienveillante avec éducation permissive où l'enfant est roi, il fait ce qu'il a envie de faire. Il y a besoin de règles, il y a besoin de poser un cadre, il y a besoin de poser tout un tas de choses pour que ça fonctionne bien. Et il y a énormément de solutions, il y a des outils qui existent pour que tout se passe, en tout cas mieux que voilà que ça se passe bien, que dans des crises et surtout avec les tout petits quoi. Ouais. Ok, super. Alors je vois qu'il nous reste que quelques minutes pour respecter le timing qu'on s'est fixé. Vous avez partagé énormément de choses déjà. Est-ce que vous seriez d'accord pendant ces quelques minutes pour nous parler un peu l'une et l'autre des services, des types d'accompagnement que vous proposez, si ça vous va, bien sûr. Je pense qu'il peut y avoir des personnes intéressées pour vous contacter peut-être directement et puis être accompagné. Est-ce que ça va pour vous? Juste voilà, 1 ou 2 minutes chacune pour nous expliquer un petit peu le type d'accompagnement que vous proposez. Donc, moi, je propose un coaching en développement personnel global. Donc, c'est un premier forfait, en fait. C'est sur 12 séances et c'est étalé sur 6 mois. Donc, là, vraiment, on traite tous les sujets. La confiance en soi, s'affirmer, honorer ses valeurs, prendre soin de soi. Voilà, donc, c'est un coaching global. Après, sur le site de Carmonie, donc, je propose des forfaits plus courts. Des parcours plus courts. Donc, il y a un parcours qui permet d'apprendre à s'affirmer sereinement, c'est-à-dire dire ce qu'on pense sans blesser l'autre. Mais en fait, en disant ce qu'on pense, on se respecte et on respecte les autres. Et en fait, aussi en disant ce qu'on pense, les autres apprennent à nous respecter, en fait. En général, les personnes ont du mal à passer le cap de faire des exercices la première et la deuxième fois face à une personne.
Et après, se rendre compte qu'une fois qu'elles ont fait l'exercice, une fois ou deux fois, après, en fait, la personne, par exemple, qui était blessante, ne revient plus à la charge, qu'elle a vite compris. Donc, ça apporte les bénéfices très, très rapidement. Moi, j'ai vu ça chez mes coachés dans le milieu professionnel qui avaient du mal avec soit la hiérarchie, soit avec certains collègues qui n'étaient pas respectueux. Et en fait, au bout d'un exercice ou deux exercices, je leur dis, demain, tu vas aller voir la personne et tu vas lui dire quelque chose. Tu vas lui dire, par exemple, hier, tu m'as mal parlé, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu me parles, je souhaite que tu me respectes. Voilà. Et ça marche. Les résultats sont très rapides. Après, notre forfait que je propose, c'est réduire sa charge mentale. Donc là aussi, c'est à destination des femmes. Donc, c'est ce dont on vient de parler. C'est vraiment apprendre à prioriser, à ne pas vouloir tout faire, à ne pas vouloir être parfaite, à ne pas répondre aux sollicitations de tout le monde, des enfants, de la belle-mère, des amis, etc. Voilà, c'est extrêmement important vraiment de se dire, si je vais bien, les autres vont aller bien. Donc, il faut que je prenne soin de moi. Ok, super, super, super. Alors, j'ai mis en commentaire le lien vers la fiche de présentation de Johanna et les différents services que vous pouvez retrouver du coup, sur notre nouvelle plateforme. Alors, du coup, Johanna vous a parlé de Carmony, puisque initialement, on est dans l'écosystème Carmony. La plateforme aujourd'hui s'appelle ecoacteur.com. Donc, c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir retrouver les services dont Johanna nous a parlé. Ok, super. Nabila, est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi autour des services que tu proposes? Oui, en fait, moi, je propose un service spécialisé PMA, en fait, plus avec justement les couples qui veulent aller sur ce parcours, qui a un parcours personnalisé. Parce que je me rends compte en fait que chacun vient avec une problématique et un passif différent. Donc moi, mon accompagnement est basé sur 3 axes essentiels. C'est d'abord faire un bilan de ce que avec la personne vient, enfin un état des lieux. Après, on fait un deuxième point sur un deuxième axe sur l'acceptation de la situation et pourquoi ce choix de PMA. Et puis après, on travaille on met en place un plan d'action avec tous les outils que je propose, donc la gestion émotionnelle, communication assertive, PNL. Dans un deuxième temps, j'ai aussi un service un accompagnement plus en parentalité. Donc là, c'est plus des mini-coachings qui s'adressent à des parents qui ont déjà des enfants. Donc, ça peut être sur des thématiques de sommeil, sur des thématiques d'éducation positive. En fait, on part sur des situations bien réelles pour donner une solution et des outils qui vont solutionner la problématique. Et en troisième lieu, j'ai aussi un service de coaching scolaire. Donc là, c'est plus pour les enfants qui sont un peu plus grands au collège, lycée et université. Et là, en fait, travailler sur la concentration, sur la confiance en soi, pareil, gestion émotionnelle, parce qu'ils sont amenés à passer des oraux, à passer des examens, et ils se retrouvent en fait paniqués face à la page blanche. Voilà, donc on va travailler surtout sur des thématiques de confiance en soi, voilà, et justement de gestion émotionnelle. Ok, super. Ben, en tout cas, c'est top. Moi, je voudrais vous remercier encore une fois, en tout cas, pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'ai appris des choses. Ça m'a permis aussi, moi, personnellement, pour vous dire indirectement, très personnellement, d'adopter un autre regard. Parce que c'est vrai que quand on ne vit pas certaines situations, finalement, on se rend pas forcément compte de ce que ça peut être comme difficulté. Et donc, merci en tout cas à vous de nous apporter ces éclairages et puis en tout cas d'avoir apporté, j'espère, un peu de positif et de pistes pour ceux qui vivent les situations dont vous avez parlé. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne fin de journée à toutes les deux. Merci à toi. Ben, je vous en prie. Et puis pour ceux qui nous ont regardés, qui regardent qui viennent de finaliser la lecture de cette webconférence, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur notre plateforme. Voilà, on sera ravis en tout cas de vous accompagner dans
on va dire, vers un quotidien plus harmonieux. Merci à toutes les deux. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.